Et bonjour à tous. Et oui, bonjour à tous, c'est Georges. Et bienvenue dans cette nouvelle revue d'Actua. Au programme aujourd'hui, on va faire le point. Le point sur cette fameuse loi immigration. Mais avant tout, deux choses. Déjà, joyeux Noël à tous. Alors désolé, je suis pas très novateur. J'ai pas de vanne à faire sur mon oncle raciste. J'en ai pas d'oncle raciste. En revanche, mes neveux et nièces, oui. Et deuxième chose, je t'invite à liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Quoi, tu le ramènes sur moi? Arrête de crier. J'écris. Oui, c'est beau, c'est beau. Ouah. Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique. Il n'y en a pas d'autre, putain. Revue d'actualité, c'est parti. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Alors, la première actualité de la semaine, c'est la loi immigration. Déjà parce que tout le monde en parle. Et deuxièmement, parce que tous les partis sont en train de flex sur cette loi en mode putain, je vous ai bien enculé. Mais si tout le monde a enculé tout le monde, peut-être que vous parlez pas de la même loi. Ce qui m'amène à mon troisième point. Personne ne connaît vraiment, véritablement cette loi. Donc on va faire une petite genèse de cette loi. On va voir ce qu'est concrètement la loi immigration. Et notre histoire, elle commence pendant la campagne présidentielle en 2022, où le jeune Emmanuel Macron parle d'une grande loi qu'il va faire, qu'il va proposer, s'il est élu, sur l'immigration. Une loi qui devrait réguler et maîtriser les flux migratoires. C'est intéressant. Le 15 décembre dernier, un projet de loi est présenté par le gouvernement. Ce projet va être victime de son succès, comme le Big Tasty au McDo, avec une motion de rejet. C'est les fameuses vidéos où on voit les insoumis qui flexent. Ouais, la loi est pas passée, on a réussi, siamo tutti, antipatisti. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde, de l'extrême gauche à l'extrême droite, je lève pas trop haut, tout le monde s'opposait à cette loi. Mais tous s'opposaient à cette loi pour des raisons différentes. Je vous fais pas un cours de droit constitutionnel, mais quand une loi n'a littéralement aucune chance de passer, ce qui a été le cas avec cette loi, le gouvernement va convoquer ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Donc c'est une espèce de thérapie de groupe, avec tout le monde, LR, écologie, les Verts, je sais pas quoi, mon cul mes couilles. Ils convoquent tout le monde pour arriver à un accord. Le point positif, c'est qu'on arrive à un accord, évidemment, et le point négatif, c'est que le contenu de la loi initiale peut être vidé. On peut aboutir sur une loi qui n'a rien à voir, ce qui est le cas avec cette loi immigration, puisque le contenu initial était, si on devait le calquer sur l'échiquier politique, de centre droit, et on se retrouve avec une loi qui est quasiment de droite très libérale. On verra ensuite la distinction qu'on peut faire avec cette loi. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette loi? Concrètement, de quoi parle-t-on? Déjà, il y a un renforcement des effectifs de la police aux frontières, il y a une réduction des délais de traitement des demandes d'asile, il y a l'obligation des cours de français pour les étrangers et le renforcement des sanctions contre les passeurs, contre les réseaux de passeurs, et on facilite l'expulsion des étrangers en situation irrégulière. Et c'est pas exactement le texte initial, je vous le disais tout à l'heure, puisque on devait parler de la fin de ce qu'on appelle l'aide médicale d'État, l'AME pour les sans-papiers, donc qui est le fait que quand on est un étranger en France, on peut venir se faire soigner en France, ce qui a ouvert statistiquement une brèche et une filière migratoire spécifiquement liée à cette AME, à l'aide médicale d'État, qu'on remplacerait, alors c'est pas très clair, par une AMU, donc qui est l'aide médicale d'urgence, ce qui va ouvrir de fait une autre filière migratoire sur l'aide médicale d'urgence. Mais c'est pas tout puisque la loi contient aussi la régularisation des travailleurs étrangers dans ce que le gouvernement appelle les métiers en tension. Il rajoute aussi un délai de 5 ans pour l'accès aux allocations familiales et une condition de résidence de 5 ans qui va être imposée aussi pour les non-travailleurs pour avoir accès à l'aide personnalisée au logement, les fameuses APL. La grande nouveauté, c'est quand même qu'on payait des putains d'APL à des étrangers en France. Bref, par ailleurs, le regroupement familial est durci avec une durée de séjour du demandeur qui va être portée à 24 mois, donc 2 ans, et il doit prouver, ce demandeur, des ressources stables pour prétendre au regroupement familial. De toutes les recherches que j'ai faites sur cette loi, et Dieu sait qu'il y a énormément eu de production intellectuelle sur cette loi, mais dans tout ce que j'ai recherché, j'ai pu trouver 3 grandes idées, 3 grandes notions que vous devez connaître sur cette loi, ou en tout cas qui vont revenir en fait dans les prochains jours. Le droit du sol, la préférence nationale et la fameuse notion des métiers en tension. Alors on a dit que cette loi amenait la préférence nationale. C'est faux. Cette loi n'instaure pas
de préférence nationale, puisque les étrangers pourront toucher des subventions et des aides, c'est juste la durée avant de les toucher qui change. Donc on ne conditionne pas le fait de toucher des aides par le fait d'être français ou étranger, juste on conditionne ça à une durée passée sur le territoire dans lequel tu touches ces aides, ce qui est parfaitement logique en soi. On a reproché à ce texte de faire revenir une notion assez polémique qui est la notion de préférence nationale. Alors, déjà c'est une idée qui est très ancienne, qu'on retrouve déjà dès l'Antiquité. J'en parlais la semaine dernière sur les barbares, donc au-delà de la limesse, au-delà de la frontière. Mais cette idée elle a été théorisée par Johann Gottlieb Fichte, qui va être reprise par des théoriciens de la nouvelle droite comme Jean-Yves Le Gallou. Et si l'idée de préférence nationale est ancienne, c'est que, selon moi, cette idée donc de préférence nationale est au fondement même de notre État et de tous les États. L'idée qu'il y a nous et qu'il y a les autres. Je rappelle que 72% des Français partagent cette idée-là. Et pour comprendre en quoi la préférence nationale coule de source, je rappelle ce qu'est la préférence nationale. La préférence nationale, c'est le fait de distinguer le groupe national et l'étranger. On verra plus tard en quoi c'est inédit ce genre de débat. Bref. Et pour comprendre à quel point le concept de préférence nationale coule de source, il faut raisonner à l'envers. Si on s'oppose à la préférence nationale, qu'est-ce qu'on va proposer ? Alors on va me dire, l'opposé de la préférence nationale, c'est le fait que des étrangers puissent toucher des allocations en France. Oui mais non, ce processus-là, le fait que les étrangers puissent toucher des subventions et des aides en France, c'est une préférence qui est géographique. Pourquoi on devrait discriminer les pauvres sous prétexte qu'ils ne sont pas en France ? Pourquoi ne pas envoyer des allocations chômage à des Afghans, à des Nigérians ou à des Indonésiens ? En quoi le fait qu'ils soient dans une autre zone géographique devrait les discriminer ? On devrait leur donner notre oseille en soi. Et vous voyez bien l'absurdité du raisonnement. Si on raisonne par l'absurde. Évidemment que les prestations sociales, tout comme l'ensemble des dispositifs publics, doivent être réservés à un public particulier qui est les Français. Parce que cet argent-là, c'est l'argent du travail. C'est le fruit du travail des Français. Et que prendre leur argent, gagné à la sueur de leur front, pour le reverser à d'autres, c'est juste de la spoliation. Théoriquement parlant, un concept cher à la gauche. Et la préférence nationale, c'est une double reconnaissance. C'est la reconnaissance que nos ressources sont limitées. On ne peut pas donner, aider ou accueillir tout le monde, et que nous, les Français, nous sommes solidaires les uns envers les autres. Mais si les autres, c'est tout le monde, il n'y a plus de solidarité. Maintenant, on va parler du droit du sol, le jus noli, comme disent les gens intelligents. Encore une fois, on parle du droit du sol et des débats autour du droit du sol à cause de cette loi, mais dans cette loi, concrètement parlant, on est très loin de la fin du droit du sol en France. Le droit du sol, c'est, pour vous la faire courte, le droit d'être français si on est né sur le sol français. Ça s'oppose au droit du sang, qui est être français si nos parents sont français, ce qui est mon cas. Certains voient la suppression du droit du sol avec la loi immigration sous prétexte que désormais, avec cette loi, il faudra que l'enfant d'étranger fasse une démarche pour être français à l'âge adulte. Et cette loi-là ne remet pas en cause le droit du sol, elle le restreint. C'est différent. Il faut voir ce que c'est déjà. Ce droit du sol, en tout cas en France, il est pensé à l'époque, dans les années 1870, dans l'idée qu'il faut repeupler la France avec une natalité moins restrictive. La France vient de perdre l'Alsace et la Lorraine, et avec elle, 1,5 million de personnes. En 1889, la loi sur le droit du sol qui est votée est une loi en réaction à ce dont on a peur, à savoir un dépeuplement et une baisse de la natalité en France, puisque à l'époque, le credo des pays et des États européens, c'est que celui qui a le plus de gosses est le plus puissant. Et c'est comme ça que doit être compris le droit du sol à cette époque-là, en concurrence avec l'Angleterre et l'Allemagne. Alors, fondamentalement, moi je suis pas contre le droit du sol, mais dire que c'est au fondement de notre nation, c'est faux. Ça n'a pas de sens. Le droit du sol a été pensé dans une stratégie d'augmenter la natalité, pas du tout dans une stratégie de démocratie ou... Et finalement, c'est un peu le même débat que la préférence nationale, ce droit du sol. Encore une fois, c'est pas dans la loi. La loi restreint le droit du sol, mais ne l'interdit pas. On peut avoir des débats autour du droit du sol, notamment sur le fait que la nationalité française ne doit pas être automatique. Ça se mérite, et c'est mathématique. Puisque la nationalité française offre beaucoup d'avantages, elle doit se mériter. Alors certains qui sont en France depuis 1000 ans
le méritent de par leur histoire, d'autres qui ne sont pas en France depuis 1000 ans doivent, entre guillemets, prouver qu'ils peuvent être français ou en tout cas qu'ils le méritent. C'est comme ça, dans tous les putains de pays, ça marche comme ça en fait. Je vois pas pourquoi la France devrait se laisser piétiner par des gens qui font un aller-retour en France pour faire naître leur gosse en France. Ça n'a pas de sens. On perd le fondement même et l'essence même de ce qu'est une nation. Donc je pense qu'il y a un débat à avoir sur le droit du sol. Et enfin, les métiers en tension. Là, clairement, on est dedans avec cette loi immigration. La loi, elle prévoit une mesure de régularisation des sans-papiers qui bossent dans une activité salariée qu'on va nommer en tension. 2 objectifs. 1, répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Et 2, permettre à ces travailleurs-là d'avoir une situation qui est régulière. Ils attendent 8 mois et ils peuvent demander une régularisation. Déjà, c'est casse-couille. Parce que ces métiers en tension vont forcément créer des filières d'immigration illégale. Comme c'était le cas des étudiants étrangers ou des réfugiés politiques. On définit une situation de migration idéale et tous les migrants vont soudainement répondre à ces critères-là. Les lois sur les mineurs isolés ont créé des vieillards de 9 ans et demi. Les lois sur les étudiants étrangers ont créé des vieillards de 9 ans et demi étudiants en neurosciences. Et là, avec ces métiers en tension, on va avoir des vieillards de 9 ans et demi étudiants en neurosciences et peintres en bâtiment. Le tout pour avoir une situation régulière en France. Le problème avec ça, selon moi, c'est la notion de tension. Parce que ces métiers-là ne sont pas fondamentalement en tension. Ces métiers-là ne sont pas en tension en soi. C'est les conditions dans lesquelles travaillent ces gens-là qui sont en tension. Dormir en banlieue parisienne dans un squat à 9 par pièce, payer 2 € la journée pour livrer des sushis dans le 11e, oui, ça crée une offre d'emploi. Parce que, en France, nos standards font que personne n'accepte de bosser dans ces conditions-là. Et surtout pour ce salaire-là. Et au lieu d'augmenter des salaires ou d'investir dans la formation et d'offrir ces boulots-là à des travailleurs français, dont, je rappelle, 2,5 millions sont au chômage, on préfère faire venir et régulariser des travailleurs sans papier. Et la grande différence entre les travailleurs français et le travailleur malgache ou sri-lankais, c'est que les Français ont ce qu'on appelle des acquis sociaux. C'est-à-dire qu'ils se sont battus justement pour avoir un minimum en dessous duquel ils ne travaillent pas. C'est comme ça, ça fait partie des avancées de notre pays. Et le patronat, il le sait ça. Il sait que les Français n'accepteront jamais de travailler pour une misère. Donc il fait R2, L2, carré, R3, cheat code immigration. Arrête de crier. C'est toi qui voulais faire ce taf. Voilà. Moi, j'étais rien demandé. Et ça marche, ça marche. Dans les sondages, cette loi immigration est largement souhaitée. Et même au-delà, les Français ne veulent juste pas d'immigration. Donc, toutes les lois qui veulent la régulation, ou en tout cas la réduction des flux d'immigration sont évidemment acceptées. On fait genre ça nous étonne pas. Les Français, ça fait 40 piges qu'ils en ont marre de l'immigration. Sauf la classe dominante. La classe dominante qui est démocratiquement minoritaire. Elle se dit « Ah, c'est chiant ». Et la classe dominante a énormément de contre-pouvoirs démocratiques pour éviter d'écouter le peuple. On va en prendre quelques-uns. Le premier de ces contre-pouvoirs démocratiques, selon moi, ça reste ce bon vieux Conseil constitutionnel. On explique souvent que les juges du Conseil constitutionnel sont, en quelque sorte, des arbitres de la démocratie et de la Constitution. Or, je rappelle que ces juges-là ne sont pas élus, ils sont nommés notamment par le président de la République, qui est à l'origine de cette loi. Pas con. Donc, des gens qui sont nommés vont juger la démocratie de ceux qui votent. Déjà, ça pue du cul. Et en plus, la première ministre et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ont expliqué, après avoir proposé cette loi, que cette loi-là allait être retoquée par le Conseil constitutionnel. Donc ils font quelque chose en sachant pertinemment que ce quelque chose en question va être retoqué par les juges du Conseil constitutionnel. Alors ça n'a pas de sens, me diriez-vous. En fait, ça en a un. Faire croire à la droite qu'on fait tout ce qu'on peut contre l'immigration, mais que l'échec de ce projet-là ne relève pas du gouvernement, mais du système français. Et le risque, c'est que les Français vont un jour se réveiller en disant « Ah, c'est chiant, on change pas mal de gouvernement et on a toujours la même chose. Qu'est-ce qui se passe? On va modifier le système dans lequel nous sommes. » Et c'est là que ces juges du Conseil constitue vont être un peu emmerdés, puisqu'ils vont se dire notre légitimité ne tient pas à grand-chose. Je pense notamment à un des juges, Laurent Fabius, qui a quand même pas mal de scandales au cul pour juger notre démocratie. Bref, un autre contre-pouvoir démocratique qu'on a, ça va être la classe dominante. Parce que les premiers à monter au créneau sur le magazine L'Humanité,
communiste, ça va être la classe dominante. Et je parle de l'ensemble de la classe dominante. Éric Cantona, Jean-Pierre Daroussin, Raphaël Caravane, Pierre Ninet et Thomas Pesquet, enfin bref, toute l'industrie culturelle française va demander au président de la République de ne pas appliquer sa loi. Donc il demande au président de la République d'aller à l'encontre d'une demande des Français. Bien comprendre ce processus-là. Il lui demande de ne pas respecter la démocratie. La pétition explique que la loi est, je cite, une menace pour la cohésion de notre société. À cela s'ajoutent des présidents d'université, notamment d'HEC, qui vont refuser de faire appliquer cette loi puisqu'elle concerne des étudiants étrangers, tout comme certains départements, qui expliquent que la loi instille le poison xénophobe. Donc, on a le pouvoir juridique via le Conseil constitutionnel, le pouvoir culturel via cette pétition qui ressemble énormément à ce que tous les artistes font tous les 5 ans, à savoir appeler à renouveler le pouvoir libéral en place face à l'horreur du retour des heures des bottes les plus sombres de la République, des droits de l'humain et des femmes, de la laïcité. Il faut bien comprendre à quoi on a affaire là. On a affaire à des gens qui ne représentent pas des personnes élues, qui demandent concrètement à un président de la République de ne pas appliquer la démocratie. Ce qui est putain de grave en fait. C'est un coup d'État, ce que demandent ces artistes-là. Concrètement, pour ces artistes, appliquer une loi qui émane de l'Assemblée démocratiquement élue serait une menace pour la cohésion de notre société. Je ne sais pas de quelle société ces gens-là parlent, mais cette société-là n'est pas démocratique, puisqu'on confisque le pouvoir des mains du peuple pour le donner à des gens qui ne sont pas élus, premier élément Conseil constitutionnel, et dont on n'attend pas qu'ils fassent de la politique. Je pense notamment à ce putain de Thomas Pesquet. De quoi tu parles, Thomas Pesquet ? Tu bosses dans Interstellar, pourquoi tu viens de nous casser les couilles sur l'immigration en France ? Et puisqu'on parle d'immigration, il faut parler des groupes de pression qui ordonnent cette immigration. Et c'est les mêmes depuis 200 ans, le patronat. Lui, la démocratie connaît pas trop. Pour lui, la démocratie, c'est une start-up comme une autre, par ailleurs pas assez rentable. Cette immigration, comme toute immigration, on le sait, est un moyen de faire pression sur les salaires à la baisse. Et là, vous allez me dire, oh Georges, Georges, t'exagères un peu là. Et non, le président du MEDEF, Patrick Martin, a expliqué que, faute d'une natalité suffisante, la France allait avoir besoin, je cite, d'une immense main-d'œuvre. Un besoin d'immense main-d'œuvre d'ici à 2050. On parle de 2,9 millions de salariés étrangers. François Asselin, le patron de la Confédération des petites et moyennes entreprises, a demandé au gouvernement que les apprentis étrangers puissent bénéficier d'une régularisation s'ils répondaient aux besoins des entreprises. Oh, tiens donc, exactement ce qu'on retrouve dans ce texte voté. Putain, c'est fou ça, c'est dingue. Patron demande, gouvernement vote. C'est dingue. Et on a vu des cadres à gauche regretter l'absence du patronat dans les débats. Alors de une, le patronat il a passé commande, le reste c'est aux petits bouffons de démocrates de s'ajuster à la demande. Et de deux, c'est la première fois de toute l'histoire de la gauche qu'on en veut au patronat d'être inactif. Et c'est intéressant que la gauche et les grands patrons défendent la même immigration. Alors est-ce que c'est si intéressant que ça ? Eh bah pas tant. Pas tant parce que ces deux familles sont libérales. L'une est libérale économiquement, l'autre est libérale politiquement. L'une importe le tiers-monde pour accroître son capital aux dépens des travailleurs locaux, l'autre habille cette invasion migratoire d'un vernis un peu humaniste. Mais les deux défendent le même projet. Et on reste sur ce terrain antidémocratique parce que le grand absent des débats, non pas qu'il soit en retrait, mais que personne n'en parle, c'est un acteur qui est immigrationniste et un acteur très puissant, particulièrement antidémocratique, je l'ai dit. J'ai nommé l'Union européenne. Parce que c'est bien beau, les discours, mais en termes d'applicabilité, cette loi, ça donne quoi au niveau européen ? Si une fois passé le Conseil constitutionnel, une fois passé les insultes de la classe dominante, de la classe culturelle dominante, et une fois passé le patronat, le boss de fin, c'est quand même l'Union européenne. Je m'explique. Les reconduites aux frontières, les visas pour les étudiants, les cautions, les distinctions et différenciations entre nationaux et étrangers, tous ces procédés-là sont interdits par la Cour de justice de l'Union putain d'européenne. Et la France va s'exposer à des sanctions. Et des sanctions très dures. La Commission européenne peut lancer une procédure d'infraction contre la France, voire une condamnation par la Cour de justice européenne, voire pire, qui est quand même
peu probable, une suspension des droits à recevoir les fonds européens. Fonds qui sont en partie financés par la France. Donc c'est vraiment du racket en plus haut point. Mais c'est quand même comme ça que fonctionne l'Union européenne. Bordel de merde, rendez-en vous compte. Voilà. Le phénomène web de la semaine, c'est une personne qui nous dit que faut pas fêter Noël, je sais pas quoi. C'est le truc de dingue. Je vous mets l'extrait, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette vidéo s'adresse aux musulmans. Si tu n'es pas musulman, s'il te plaît, skip cette vidéo. Pour ceux qui restent, ça c'est quoi? Ça, c'est de la grande mécréance. C'est Noël. Est-ce que le musulman fête Noël? Non. Est-ce que le musulman souhaite un joyeux Noël? Non plus. On ne fête pas Noël. Pourquoi? Même si ça paraît évident pour certains, ça paraît pas si évident que ça pour d'autres. C'est une fête de mécréance. C'est une fête qui va soi-disant célébrer la naissance de Isa alayhi salam, qui n'est nullement né le 25 décembre d'ailleurs. Les chrétiens eux-mêmes le savent, mais c'est pas grave, ils poursuivent quand même cette innovation parce que, écoute, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, logique. C'est mon moment préféré de la semaine, et c'est désormais le vôtre, le dessin de Marceau. Alors, revue d'actualité qui était un peu spéciale parce que déjà, tout ce que je dis, c'est le fruit de mes recherches et de mon opinion, premier élément. Deuxième élément, c'est lié à l'actualité. Donc là, on tourne cette vidéo lundi. Peut-être que ça aura changé d'ici sa sortie mercredi. Je pense pas que le Conseil constitutionnel retoque la loi en vitesse sous coque. Alors ça, on n'applique pas, je pense pas. Franchement, ça me paraît hautement improbable. Et dernier élément, merci à tous de me suivre. Merci à Marceau pour ce dessin qui était très très bon. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France, vive le roi et vive les Français. On se revoit très vite. Time! Abonne-toi.